7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le grand reporter spécialiste du grand banditisme et du narcotrafic, Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier ouvrage. Il sort dans quelques jours, le 19 mars, et écrit avec Jean-Louis Rizza. C'est son histoire, braqueur, mercenaire, aventurier, paru chez Nouveau Monde Édition. On va parler ce matin de cette annonce hier soir de Gérald Darmanin qui a dévoilé à la télévision comme un événement sécuritaire majeur les noms des 2 établissements pénitentiaires où seront regroupés les 200 principaux narcotrafiquants du pays, en tout cas les plus dangereux. Il s'agit donc de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, on est du côté de Lens, et Alençon, Condé-sur-Sarthe, on est dans l'Orne. Ce sont des prisons que l'on dit jumelles. Frédéric Ploquin, ces établissements-là, vous les connaissez, à quoi ça ressemble ? Écoutez, c'est un choix à peu près logique. Si l'État ne veut pas dépenser des millions en travaux, ce sont les 2 prisons considérées comme les plus sécuritaires de France, où on met déjà des profils de type terroriste ou braqueur multirécidiviste de l'évasion. Donc il y a une certaine il y a une certaine logistique locale, une configuration des lieux. Ce sont pas des très grandes prisons non plus, où il n'y a pas parce que c'est aussi la difficulté, on va pas réunir 1000 grands trafiquants de stupéfiants au même endroit. Donc ce sont des prisons plutôt de petite taille, assez sécurisées, où le personnel a aussi l'habitude de traiter ce genre de profil, donc le choix est a priori logique. Il y a du beau monde entre guillemets, je pense notamment du côté d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, où se trouve Mohamed Amra, mais aussi Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares, Redouane Faïd, multirécidiviste de l'évasion aussi. On a effectivement dans ces établissements déjà une collection de fortes têtes, de détenus difficiles, avec de détenus compliqués à gérer pour les surveillants, et puis avec un potentiel, on va dire, au niveau du désir d'évasion qui reste, de toute façon, qui restera. Je veux dire, on va pas. Il n'y a aucune prison qui ne cassera le désir d'évasion de ces bandits. C'est dans la nature humaine. Donc à partir de là, il faut en face mettre les bonnes barrières. Alors Vendin, Alençon, Condé-sur-Sarthe sont aussi, disons-le, des établissements assez récents. Ils ont été inaugurés l'un et l'autre 2013-2014. Le critère retenu pour les rassembler, ces narcotrafiquants, en tout cas pour les sélectionner, ça n'est plus, ça c'est assez intéressant, non plus la durée de la peine à laquelle ils ont été condamnés, mais leur dangerosité. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir aussi des narcotrafiquants simples prévenus, c'est-à-dire qui attendent d'être jugés. C'est une bonne méthode, vous pensez, Frédéric Ploquin ? Moi, j'ai déjà dire qu'il y aura un avant et un après Mohamed Amra, ça c'est clair. J'ai l'impression que l'irruption de la Kalachnikov dans cette évasion a conduit à une prise de conscience extrêmement rapide et importante. Là, on peut considérer que c'est plutôt une bonne réactivité de la part de l'État, un peu comme le moment où l'État a réagi face à la montée du trafic de stupéfiants auquel on semblait s'être habitué, lorsque la Kalachnikov s'est généralisée sur ces points de stupéfiants. Il y aura donc un avant et un après. Je pense que les détenus qui vont être incarcérés dans ces prisons auront des raisons d'en vouloir à Mohamed Amra. Donc ça va pas forcément lui assurer la paix et la tranquillité, parce que c'est lui qui va déclencher tout cela. Je pense que les conditions qui vont être imposées, on le sait déjà, dérangent. Ça les dérange. Mais ça va ressembler à quoi leur quotidien d'ailleurs dans cette prison ? Mais le fait de les déranger, c'est déjà un signe que c'est peut-être le bon choix. Je rappelle quand même que Redouane Faïd se plaint sans cesse d'être coupé du monde. C'est ce braqueur qui s'est évadé à plusieurs reprises et qui est devenu une star dans son domaine. Il se plaint. Je rappelle que les représentants de ce qu'on a appelé la DZ Mafia à Marseille, les 2 ou 3 qui ont été isolés et qui ont subi justement ce type d'incarcération où on les contrôle en permanence, où on les fouille en permanence, où on les coupe du monde, etc. Je rappelle que ces détenus à Marseille n'ont pas aimé, au point d'ailleurs, et ça c'est
notre principal obstacle, au point de basculer du côté des menaces contre les surveillants de prison qui s'occupaient d'eux et qui étaient les plus proches, de menaces directes et de menaces sur leur famille. Et à partir du moment où ils en arrivent à ce stade, c'est que les conditions les dérangent. Oui. Qu'est-ce qui dérange un trafiquant de stupéfiants? Un braqueur, à la limite, bon, il est en prison, on sait qu'il va pas aller braquer un fourgon blindé, d'accord? Enfin, a priori... Oui. Un narcotrafiquant peut travailler depuis la prison. Non, il peut rêver à constituer sa future équipe, ce qui s'est déjà vu, un braqueur. Il peut rêver à se forger une nouvelle équipe à l'intérieur, derrière les murs. Mais un trafiquant de stupéfiants, c'est un commerçant. Et un commerçant qu'on coupe de sa comptabilité, de ses petites mains, de ses aides, je veux dire, c'est un commerçant qui fait faillite, en gros. Mais c'est pour les trafiquants de stupéfiants que sont faites ces prisons. Justement pour qu'ils cessent leur commerce. Donc l'idée, ça va être de les couper du monde, c'est ça le premier objectif de M. Darmanin et de ces nouvelles prisons, c'est de les mettre sous cloche. Voilà, c'est ça, et de les isoler les uns des autres le plus possible, de faire mettre en face d'eux des surveillants pénitentiaires anonymisés, mais quand même, il va y avoir cette question, rassembler des gens qui ont autant de moyens à l'extérieur au même endroit, ça va présenter des dangers, surtout pour tout l'environnement. On parle de la prison, mais autour, les tribunaux alentours, les hôpitaux, etc. La prison n'est pas totalement coupée du monde, hein. Ben évidemment, ça va être bon. Il y a deux difficultés. Vous en souleviez une précédemment, c'est le fait de mettre les condamnés, les prévenus ensemble. Ça, je sais pas si ça va être acté par le Parlement. Je sais pas si ça va se faire. Mais c'est compliqué parce qu'autant un condamné, on sait déjà qu'il a, voilà, je veux dire, les faits sont actés. Un prévenu, il est présumé innocent. Donc, ça, à mon avis, là, il va y avoir des petites contestations et des tiraillements. Après, vous avez raison. On peut pas, je veux dire, on peut pas transporter l'hôpital à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire que je rappelle qu'il y a un certain nombre d'évasions qui ont eu lieu justement sur fond de faux problèmes médicaux. C'est déjà arrivé. Donc on ne pourra pas transporter l'hôpital dans la prison. On pourra éventuellement demander à certaines auditions judiciaires pourront peut-être se faire de manière virtuelle, on va dire. Mais tout ne pourra pas être virtuel. Donc effectivement, d'autre part, ces détenus qui seront incarcérés, prévenus, que ce soit à Vendin-le-Vieil ou à Condé-sur-Sarthe, s'ils doivent comparaître dans un tribunal à Marseille, ça va être compliqué au niveau de l'escorte, ça va être un petit peu loin, ça va être est-ce qu'on va mettre des hélicoptères à chaque fois à disposition? Donc après l'impact sur l'environnement immédiat, pas forcément. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir malheureusement, et c'est le propre de ce nouveau banditisme des balles perdues. Oui, s'il y a des attaques de fourgons cellulaires, malheureusement, il peut y avoir des blessés, des victimes collatérales. Ça, on le sait, donc il va falloir modifier les escortes. Mais moi, la principale question que je me pose, c'est comment, alors que ça fait depuis que le téléphone portable existe, on n'arrive pas à l'interdire en prison. Ils en ont presque tous, etc. Comment il va falloir effectivement faire des fouilles quotidiennes. Mais vous savez qu'ils ont beaucoup d'imagination, hein, ces détenus. Et les téléphones, ils sont pas forcément dans leurs cellules, ils sont pas forcément là où on croit. Ils peuvent être ailleurs. Donc ça va être un challenge, un défi. Je pense qu'il faut qu'on ait une pensée ce matin pour les surveillants qui vont être affectés dans ces établissements et qui vont devoir avoir un profil. Gérald Darmanin disait hier, on va regarder s'ils n'ont pas de dette, s'ils n'ont pas des problèmes d'argent, s'ils sont... je veux dire, la faille humaine, le risque de la corruption. Merci beaucoup Frédéric Ploquin. De la corruption ou de la menace. Merci Frédéric Ploquin d'être venu sur l'antenne d'Europe 1 ce matin, spécialiste du narco-banditisme. Et je rappelle le titre de votre dernier ouvrage à paraître le 19 mars, Braqueur, mercenaire, aventurier, l'histoire de Jean-Louis Rizza. C'est chez Nouveau Monde Édition. Bonne journée à vous.